quantique de l'atome. Modèle quantique de l'atome. Alors, ce modèle simple de l'atome que nous avons utilisé jusqu'ici est basé sur le modèle de Bohr, lui-même basé sur la mécanique classique. Ce modèle classique ne permet pas de décrire correctement le comportement des atomes ou des molécules. Alors, le début de ce cycle a vu la naissance d'une nouvelle mécanique adaptée à ces objets minuscules. Alors, c'était une nouvelle mécanique, cette nouvelle modèle mécanique a reçu le nom de la mécanique ondulatoire ou bien ce qu'on appelle mécanique quantique. Structure de l'atome d'après la mécanique ondulatoire, comportement ondulatoire de la matière, petit a, relation de Lewis de Broglie. Alors, à toute particule, ou bien ce qu'on appelle corpuscule, de masse petit m et de vitesse v, est associée une onde de longueur d'onde lambda. On applique ainsi à la matière, par exemple, si on prend un électron, le caractère combiné d'onde et de particules. Donc, vu que la matière doit avoir un double comportement, ondulatoire caractérisé par la longueur d'onde lambda et corpusculaire caractérisé par le h nu. Alors, Lewis de Broglie a associé une onde à toute particule en mouvement de masse m et de vitesse v. Alors, la longueur d'onde lambda est égale à h sur mv qui est égale à h sur p. Avec P, c'est la quantité de mouvement. Donc, lambda, c'est la longueur d'onde. H, c'est la constante de Planck. Petit m, c'est la masse de l'électron. Et V, c'est la vitesse de l'électron. P, c'est la quantité de mouvement. Les idées de Lewis de Broglie ont été complétées par les travaux d'Eisenberg et Schrödinger, ce qui a donné naissance à la mécanique ondulatoire. Alors, principe d'incertitude d'Eisenberg. Ce principe affirme qu'il est impossible de connaître exactement et simultanément la position et la quantité de mouvement P d'une particule en mouvement. C'est-à-dire qu'il est impossible de définir avec précision à la fois la position et la vitesse d'une particule. Alors, cela se traduit par la relation delta x qui multiplie delta de p de x supérieur est égal à h sur 2pi qui est égal à h bar. H bar est égal à h sur 2pi. Avec p de x, p indice x, c'est-à-dire si on travaille suivant l'axe x, si on travaille suivant l'axe y, on peut avoir py suivant l'axe z, pz. Donc, px est égal à mvx. Ce implique, si on remplace px par sa valeur, ça nous donne delta de x qui multiplie delta de v de x supérieur est égal à h sur 2pi m. L'incertitude sur la position et delta de pi de x, c'est l'incertitude sur la quantité de mouvement. Alors, la mécanique ondulatoire doit tendre vers la mécanique classique pour les particules lourdes, les particules lourdes qui possèdent une grande masse. Alors, Cm est grand, donc H sur 2πm va tendre vers 0. Et dans ce cas, delta de x qui est égal, qui multiplie delta de pi de x, c'est à peu près est égal à h sur 2pi. Delta de x multiplié par delta de v de x, on divise par m. M est très grand, donc est égal à 0. C'est la mécanique classique ondulatoire tend vers la mécanique classique pour les particules lourdes. Donc, en conclusion,
Le principe d'incertitude implique qu'on n'a pas le droit d'appliquer la mécanique classique à l'infiniment petit. Hein? On n'a pas le droit d'appliquer la mécanique classique à un infiniment petit. Notion de la probabilité de présence fonction d'onde. Alors, en mécanique classique, c'est-à-dire dans le cas de la conception de Bohr, l'étude de mouvement d'un électron consiste à rechercher sa trajectoire avec précision. Par contre, en mécanique quantique, on parle de la probabilité de trouver en un certain point de l'espace l'électron. Hein, la probabilité de trouver l'électron en un certain point de l'espace. Alors, c'est pourquoi on va parler un petit peu de la fonction d'onde à une particule en mouvement. On associe une onde dont l'amplitude dépend de x, y, z et t. Hein? T, c'est le temps. X, y, ce sont les coordonnées cartésiennes. Donc, si en fonction de x, y, z, t, c'est une fonction mathématique qui caractérise le comportement de l'électron en un point n de coordonnées x, y, z de l'espace à un instant t. Elle est notée psi de x, y, z, t. C'est une fonction des trois coordonnées d'espace par rapport au noyau. Ou bien on travaille avec des coordonnées cartésiennes ou bien coordonnées sphériques. Alors, psi peut être réel ou une fonction complexe. Donc, la probabilité de présence est d de p est égale au module de psi au carré qui multiplie d de v. Avec d de v est égal à d de x, d de y, d de z si on travaille avec les coordonnées cartésiennes. Madame, vous pouvez répéter ça? La probabilité de présence est notée d de p qui est égal au module de psi au carré qui multiplie d de v. D de v, c'est un élément de volume. Avec d de v est égal à d de x, d de y, d de z si on travaille avec les coordonnées cartésiennes. C'est clair? Oui. Alors, cette fonction n'a pas de signification physique, mais contient toutes les informations de la particule. C'est la valeur en un point de 100 carré qui détermine la probabilité d de p de trouver l'électron dans un volume d de v autour de ce point. Donc, d de p est égal à un module de psi au carré d de v. Alors, le rapport, c'est-à-dire on a divisé d de p par d de v qui est égal au module au carré qui est égal à psi qui multiplie le conjugué de cette fonction. Psi, c'est une fonction complexe. C'est la fonction psi, c'est une fonction complexe. Le module au carré est égal à psi qui multiplie psi étoile. Psi étoile, c'est le conjugué de psi. Si psi est complexe. Si la fonction psi est réelle, alors dans ce cas, le conjugué psi étoile est égal à psi. Pourquoi on trouve psi au carré? Alors, ce rapport, ce qu'on appelle densité de probabilité ou densité électronique de présence de l'électron au point considéré à un instant t par unité de volume. C'est la densité de probabilité ou bien ce qu'on appelle densité électronique. Deux propriétés de psi au carré sont toujours vérifiées. Au-delà
d'une certaine distance de l'ordre de grandeur du rayon atomique, un ordre de grandeur de rayon atomique, c'est-à-dire à partir de R est égal au rayon de l'atome de bord. R est égal à 0, ce qu'on appelle un rayon atomique. La probabilité de présence de l'électron décroît toujours et tend rapidement vers 0. Hein? Au-delà du rayon atomique, la probabilité de présence de l'électron décroît toujours et tend rapidement vers 0. Deuxièmement, la fonction d'onde psi doit satisfaire une certaine condition de normalisation, c'est-à-dire la probabilité si on prend, si le volume dans lequel on cherche l'électron est l'espace entier, on est certain de les trouver. À ce moment, la probabilité de présence de l'électron est égale à 1, hein, ce qu'on appelle la condition de normalisation. Donc, on dit que la fonction d'onde est normale. Si le volume dans lequel on cherche l'électron est l'espace entier. Alors, dans ce cas, la probabilité de présence est égale à 1. On est sûr de trouver l'électron. Et on dit que la fonction d'onde est normale. Donc, en conclusion, on ne parle plus d'une trajectoire, c'est-à-dire orbite, comme dans le modèle classique, le modèle de Bohr, pour l'électron, mais de probabilité de présence en un point de l'espace. C'est en mécanique ondulatoire. En mécanique ondulatoire, on ne parle plus d'une trajectoire pour l'électron, mais de probabilité de présence en un point de l'espace. Équation de Schrödinger. Alors, en 1926, Schrödinger a montré que la fonction d'onde est l'énergie E, sans solution de l'équation de Schrödinger. Donc, la résolution de cette équation nous permet d'avoir la fonction d'onde psi, dont le carré représente la densité de probabilité de présence de l'électron en un point donné, et de connaître la valeur de l'énergie de l'électron. Donc, la résolution nous donne psi et l'énergie totale de l'électron. Cette équation de Schrödinger se traduit par l'expression H psi est égal à E psi. Hein? H psi est égal à E psi. Avec H, c'est l'opérateur hamiltonien du système. H, c'est l'opérateur hamiltonien du système. Alors, que signifie un opérateur? Un opérateur, c'est le symbole d'une opération mathématique qui transforme une fonction f en une autre fonction f', c'est-à-dire opérateur, l'application de l'opérateur, n'importe quel opérateur sur une fonction quelconque nous donne une autre fonction qu'on appelle par exemple f'. Donc, psi, hein, c'est une fonction d'onde qui est fonction propre de l'opérateur H. Et E, c'est l'énergie totale de l'électron qui est la valeur propre de l'opérateur H. Donc, si on applique l'opérateur hamiltonien à la fonction d'onde psi, on donne la valeur propre qui est E, l'énergie totale de l'électron, qui multiplie la fonction propre psi. Alors, cet opérateur hamiltonien H, c'est égal à l'opérateur de l'énergie cinétique plus l'opérateur de l'énergie potentielle. Hein? C'est-à-dire l'énergie totale de l'électron, on sait que E est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors, en mécanique ondulatoire, on note l'énergie potentielle de l'électron par grand V. Et son opérateur par grand V, au-dessous, je m'excuse, avec un chapeau, le grand V avec un chapeau, mais c'est au-dessus. Hein, au-dessus de V, on a un chapeau. C'est l'opérateur
de l'énergie potentielle. Et l'opérateur de l'énergie cinétique, c'est grand T avec un chapeau au-dessus. Donc, l'opérateur hamiltonien du système est égal à l'opérateur de l'énergie cinétique plus l'opérateur de l'énergie potentielle. Alors, l'opérateur de l'énergie cinétique est égal à moins h bar au carré sur 2m qui multiplie la différence partielle par rapport à x, la différence 2 fois par rapport à x, plus la différence 2 fois, toujours la différence partielle par rapport à y, plus la différence partielle 2 fois par rapport à z, ce qu'on appelle opérateur laplacien, c'est delta. Donc, l'opérateur de l'énergie cinétique T est égal à moins h bar au carré sur 2m qui multiplie delta, ce qu'on appelle opérateur laplacien. Voilà, c'est pour l'opérateur de l'énergie cinétique. L'opérateur de l'énergie potentielle, on a déjà parlé l'autre fois de l'opérateur de l'énergie potentielle, noté grand V, avec un chapeau, qui est égal à l'énergie, la valeur de l'énergie potentielle qui est égale à moins 1 au carré sur 4pi epsilon 0,1. Donc, l'opérateur de l'énergie potentielle est égal à moins 1 au carré divisé par 4pi epsilon 0h. Alors, donc, l'équation de Schrödinger, c'est l'opérateur H qui est égal à l'opérateur de l'énergie cinétique plus l'opérateur de l'énergie potentielle. Donc, c'est l'expression de l'opérateur hamiltonien H psi qui est égal à psi, ce qu'on appelle équation de Schrödinger. Alors, cette équation est considérée comme le principe fondamental de la mécanique quantique. C'est le principe fondamental de la mécanique quantique. C'est la transposition de l'énergie totale qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle en mécanique classique. C'est la transposition de l'énergie totale qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Fonction propre et valeur propre. La résolution de l'équation de Schrödinger montre que ceci n'a pas de solution physiquement acceptable que pour certaines valeurs de l'énergie. Alors, ces valeurs sont appelées les valeurs propres de l'opérateur hamiltonien. À chaque valeur propre correspondent un ou plusieurs fonctions psi qui satisfont aux conditions exigées par la fonction d'onde. Alors, ce sont ces fonctions propres, ce sont les fonctions propres de l'opérateur H. C'est comme dans le cas de l'exemple de l'équation de Schrödinger. C'est H psi est égal à E psi. Donc, la valeur propre, c'est E, et la fonction propre, c'est psi. L'atome d'hydrogène en mécanique quantique. L'équation de Schrödinger ne peut être résolue que pour les systèmes à un seul électron, l'hydrogène et les ions hydrogène 8. Les ions hydrogène 8, ce sont des éléments qui possèdent un électron. Et l'atome d'hydrogène, c'est un atome qui possède un électron. Lorsqu'il y a plusieurs électrons, il faut tenir compte en plus de l'interaction noyau-électron, il faut tenir compte de l'interaction électron-électron. Donc, la résolution de l'équation de Schrödinger devient très complexe. C'est pourquoi que cette équation ne peut être résolue que pour les systèmes à un seul électron.
Alors, notre système comprend le noyau de charge plus E et un électron de charge moins E. Gravitant autour du noyau, l'énergie potentielle du système est une fonction de la distance de R. Hein? L'énergie potentielle, c'est une fonction de la distance R qu'on note V de R. R, c'est la distance qui sépare l'électron du noyau. Alors, cette fonction s'écrit V est égal à moins au carré sur 4 pi epsilon 0 R. Établissement de l'équation de Schrödinger hein, pour l'atome d'hydrogène. Alors, on admet que le noyau est lourd par rapport à l'électron, donc on suppose qu'il est fixe, ce qui permet d'utiliser l'équation de Schrödinger pour une seule particule. Alors, dans ce cas, c'est-à-dire le cas de l'atome d'hydrogène, on a une seule particule, un électron. L'équation de Schrödinger est égale à moins h carré sur 2m qui multiplie delta, ce qu'on appelle l'opérateur laplacien, moins e au carré sur 4 pi epsilon 0 r, le tout multiplié psi, qui est égal à e psi. Les solutions de l'équation de Schrödinger. À cause de la symétrie sphérique de l'atome, hein, on utilise des coordonnées sphériques R, θ et φ au lieu des coordonnées cartésiennes x, y, z. Donc, le point M de coordonnées x, y, z, au lieu de travailler avec x, y, z, on va travailler avec R, θ et φ. R, c'est la distance toujours entre l'électron et le noyau. Delta et phi, ce sont les angles, deux angles produits par la projection du point M. Alors, x est égal à R sinus θ cosinus, y est égal à R sinus θ sinus phi, z est égal à R cosinus θ. Avec toujours θ supérieur est égal à pi, phi supérieur est égal à 2pi, et R supérieur est égal à l'infini. Hein? R, c'est toujours l'oreille. Donc, avec ce changement de variable, l'élément d de V, hein, qui est égal à dx, dy, dz, est égal à r, sinus θ, d de θ, d de phi, d de r. Donc, pour l'atome d'hydrogène, la résolution de l'équation de Schrödinger conduit à des solutions, hein, c'est-à-dire il nous donne psi de n et e de n, qui est l'énergie totale. Hein, donc la résolution de l'équation de Schrödinger conduit à des solutions continues. Avec e de n est égal à moins m e à la puissance 4 divisé par 8 carré. Hein? C'est au-dessous. Donc, c'est expliquer la quantification de l'énergie. On a trouvé E de n est égal à moins ME au carré divisé par epsilon 8 epsilon 0 au carré, h au carré, n au carré. C'est la même. Alors, chaque solution est caractérisée par quantique. Hein? Chaque solution est caractérisée par des nombres entiers dits non quantiques. C'est-à-dire, pour la fonction d'onde psi, elle fait intervenir 3 nombres quantiques qui caractérisent l'état d'un électron.
Alors, ces trois nombres quantiques sont n, l et m. Orbital monoélectrique H est hydrogénoïde. La fonction d'onde psi de r θ phi peut être mise sous la forme psi de r θ phi qui est égal à grand R de R qui multiplie grand θ de θ qui multiplie grand phi de phi. Ce qu'on appelle grand R de R, c'est ce qu'on appelle partie radiale. Hein? La partie radiale, c'est grand R de R. Et la partie angulaire, c'est grand θ de θ qui multiplie grand phi de phi. Alors, les résultats vont apparaître trois nombres entiers, hein, ce qu'on appelle nombres quantiques, n, m et n. Alors, R, c'est-à-dire la partie radiale, hein, va faire apparaître n et l, ou bien dépend de n et l, et θ, hein, θ dépend de L et M, et phi dépend de M. Donc, la fonction d'onde est aussi appelée orbitale. On peut appeler toujours qui dit fonction d'onde dit tal. La fonction une orbitale atomique est définie par les nombres quantiques N, L et M. Hein? C'est-à-dire psi est défini par N, N et M. Dans l'expression des orbitales atomiques, les variables R, θ et phi se séparent en partie radiale et en partie angulaire. Hein? En partie radiale et en partie angulaire. Donc, on va noter la partie radiale est notée grand R de R qui dépend de N et N. Et la partie angulaire, c'est-à-dire grand θ de θ et qui multiplie grand phi de phi, on la note grand A qui dépend de L et M de θ phi. Alors, la résolution de l'équation de Schrödinger conduit à l'introduction de quatre nombres quantiques qui interviennent comme paramètres dans les fonctions d'onde. Ces nombres quantiques, c'est N, L, M et S, qui caractérisent les mouvements microscopiques de l'électron. Hein? Ces quatre nombres quantiques, N, L, M et S, caractérisent les mouvements microscopiques de l'électron. Alors, en conclusion, l'électron dans un niveau E de n est caractérisé par une fonction psi de n. Dans le carré de cette fonction nous donne densité de probabilité de présence. La mécanique quantique redonne les niveaux d'énergie du modèle de Bohr. Hein? On a déjà trouvé cette expression dans le modèle de Bohr. Donc, la mécanique quantique aussi nous redonne les niveaux d'énergie qu'on a déjà trouvés dans le modèle de Bohr. Cette expression E de n est égale à moins m e à la puissance 4 sur 8. Epsilon, c'est toujours epsilon 0. Hein? Donc, sur 8, epsilon 0 au carré, h au carré, qui multiplie 1 sur n au carré. Donc, aussi, avec la mécanique quantique, on peut expliquer la quantification de l'énergie. Donc, on dit que E de n est quantifié. Alors, pour une même valeur de E de n, il y a plusieurs orbitales psi de n, L, m, hein, qui sont possibles. Alors, ces orbitales diffèrent par les nombres quantiques n, l et m. Ceci implique que le niveau d'énergie est dégénéré. Hein? Le niveau d'énergie est dégénéré. Alors, on va parler un petit peu de ces nombres quantiques.
Le premier nombre quantique, c'est petit n, qu'on appelle nombre quantique principal. N, c'est un entier positif, il est toujours supérieur ou égal à 1. Alors, ce nombre a été introduit pour quantifier l'énergie du système. Il définit l'énergie de l'atome. Alors, on a déjà trouvé E de N qui est égal à moins mu E à la puissance 4 qui divise 8 epsilon 0 au carré, H au carré, qui multiplie 1 sur N au carré. On peut mettre aussi petit m. Lorsqu'on parle du système électron-noyau, on travaille avec nu. Mais on a déjà trouvé que nu est à peu près égal à m, parce que la masse grand M, la masse du noyau, est très grande. Donc, on peut écrire E de N, c'est moins nu, c'est la masse réduite du système, moins nu qui multiplie E à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré, H au carré, qui multiplie 1 sur N au carré. Alors, N définit donc la couche où l'électron se déplace. N définit la couche où l'électron se déplace. Alors, si N est égal à 1, donc on a la couche 4. Si N est égal à 2, la couche L. N est égal à 3, la couche M, etc. Donc, N définit le volume de l'orbital. N définit le volume de l'orbital. Deuxième nombre quantique, elle est notée L, petit l. Nombre quantique, on l'appelle nombre quantique secondaire ou azimutal. Elle est toujours supérieure ou est égale à 0, inférieure ou est égale à n moins 1. Donc, L est liée à la quantification du moment cinétique qu'on a déjà parlé, M qui est égal au vecteur R vectoriel, la quantité de mouvement qui est égale à R vectoriel MV. Elle détermine la forme de l'orbital où l'électron se trouve. Elle détermine, ou bien elle donne la géométrie de l'orbital où l'électron se trouve. Alors, à un niveau n correspond à une sous-couche. Le nom de la sous-couche est lié à la valeur de n. Donc, si n est égal à 0, on a la sous-couche S. Si n est égal à 1, on a la sous-couche P, 2D, 3F, etc. Et 2L plus 1 définit le nombre de niveaux d'énergie. C'est-à-dire, si on a n est égal à 1, n est égal à 0. Parce qu'on a n toujours supérieur est égal à 0, inférieur à n moins 1. Et 2L plus 1, on remplace, nous donne 1. Donc, on a un seul niveau. Alors, on représente ce niveau par un trait. Si n est égal à 2, n, c'est toujours supérieur ou est égal à 0, inférieur à n moins 1. Donc, il peut être 0, 1, ou bien 1. Ou bien les deux, 0, 1. Donc, dans le cas de 0, 2n plus 1 est égal à 1. On a un seul niveau. Et dans le cas de 1, on a 3 niveaux, donc, qu'on représente, on les représente sur le même niveau. 3 niveaux. Troisième nombre quantique. Troisième nombre quantique, il est noté petit m. On appelle nombre quantique magnétique. M, c'est un nombre entier relatif défini par M est supérieur ou égal à moins N, inférieur ou égal à N. M, c'est toujours supérieur ou égal à moins N, inférieur ou égal à N. Et définit la case quantique. M définit la case quantique valeur de L,
M peut prendre 2N plus 1 valeur. Alors, on prend comme exemple, C est égal à 1, L est égal à 0 et M est égal à 0. Donc, 2L plus 1, donc 1, 0. Donc, on a une seule sous-couche S. Cn est égal à 2, L est égal à 1 et M est égal à moins 1, 0, 1. Donc, on a 3 sous-couches, Px, Py, Pz, c'est-à-dire suivant l'axe X, suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Donc, chaque orbital atomique est caractérisé par une combinaison des 3 nombres quantiques, N, L et M. Chaque orbital est caractérisé par 3 nombres quantiques, N, L et M. Et à chaque valeur de N, on lui fait correspondre une fonction d'onde que l'on désigne par une lettre. Exemple, si L est égal à 0, on a l'orbital S. Si L est égal à 1, on aura l'orbital P. Si L est égal à 2, nous donne l'orbital D. L est égal à 3, l'orbital F. Qui dit orbital des fonctions, toujours. Donc, L est égal à 0, orbital S. L est égal à 1, orbital P. L est égal à 2, orbital D. L est égal à 3, orbital F. Et chaque orbital représente à la fois la fonction d'onde psi et la distribution électronique qui en découle, c'est-à-dire la probabilité de présence. La probabilité de présence. Quatrième nombre quantique. Le quatrième nombre quantique, on le note S, c'est le nombre quantique de spin. Alors, pour décrire totalement l'électron d'un atome, il faut lui attribuer un quatrième nombre quantique noté S ou MS. Il est lié à la rotation autour de lui-même. Le nombre quantique S est lié à la rotation de l'électron autour de lui-même. Alors, ce nombre ne peut prendre que 2 valeurs. Soit S est égal à plus 1,5, si l'électron tourne autour de lui-même dans le même sens positif. Si l'électron tourne dans le sens inverse, donc si l'électron tourne autour de lui-même dans le sens inverse, S est égal à moins 1,5. Donc en conclusion, l'état de l'électron, c'est-à-dire son niveau énergétique, est caractérisé par 4 nombres quantiques, N, L, MS. Les orbitales atomiques. Alors, on appelle orbital atomique la fonction psi NLN, qui est solution de l'équation de Schrödinger et qui nous permet de calculer la probabilité de présence de l'électron. Donc, l'orbital atomique définit un état pour un électron. L'orbital atomique, elle définit l'état de l'électron. Remarque, dans le cas des hydrogénoïdes, comme l'énergie potentielle c'est écrit en fonction de Z, dans le cas des hydrogénoïdes, Z, l'énergie potentielle s'écrit en fonction de Z est égal à moins Z1 au carré sur 4pi epsilon 0 R. Alors, le numéro atomique Z intervient dans l'expression de psi de N, Ln. N'oubliez pas ça. Dans le cas de l'atome d'hydrogène, Z est égal à 1. Donc, l'énergie potentielle est égale à moins 1 au carré sur 4pi epsilon 0 R. Mais dans le cas des hydrogénoïdes, il faut multiplier par Z.
les différents types d'orbitales, fonction d'onde psi de n, Lm pour l'hydrogène et les hydrogénoïdes. Alors, si on prend la couche K, lorsqu'on a n est égal à 1, n est égal à 0 et m est égal à 0, donc on parle de l'orbital AS. NLM, on remplace N et LM par leur valeur, on donne si 1, 0, 0. Hein? N est égal à 1, N est égal à 0, M est égal à 0. À Z sur R, à la puissance 3 et par 1 sur racine carrée. Cette question, on ne vous demande pas de chercher cette expression. Cette expression est donnée d'après la résolution de l'équation de Schrödinger. Pas de chercher ce qu'on donne cette expression. D'accord? Donc, notre objectif, c'est chercher la fonction d'onde, c'est-à-dire de chercher la probabilité de présence de l'électron et l'énergie de l'électron. Ce n'est pas de trouver cette expression. C'est nous qu'on vous donne l'expression sous cette forme. D'accord? Donc, psi de 1, 0, 0, c'est donné. Z est égal à Z sur R1 à la puissance 3 demi qui multiplie 1 sur racine carrée de pi qui multiplie l'exponentielle moins ZR, Z qui multiplie R. R, c'est toujours la distance noyau-électron divisée par R1. Hein? R1, c'est le premier c'est le rayon de la première orbite de bord. Hein? R1, pour l'atome d'hydrogène, R1 est égal à 0. C'est le rayon de la première orbite de bord qui est égal à 0,53 angstroms. Et Z est égal à 1 dans le cas de l'atome d'hydrogène. Hein? Donc, si on remplace Z est égal à, on trouve 1 sur R1, hein, etc. Alors, dans le cas général, dans le cas de la couche K, N est égal à 1, L est égal à 0, M est égal à 0. Donc notre fonction, c'est psi de 0. Et l'orbital, c'est 1S. Pourquoi 1S? Parce qu'on a dit que c'est elle qui définit la géométrie de l'orbital. Hein? Donc, si elle est égale à 0, automatiquement, l'orbital, c'est S. Et N est égal à 1. Donc, dans le cas général, on a les orbitales, c'est NS. Hein? Alors, dans notre cas, N est égal à 1, donc 1S. N est égal à 0, M est égal à 0. La fonction d'onde, c'est psi de 1, 0, 0. Si N est égal à 2, on a plusieurs possibilités parce que N est égal à 2, N est supérieur ou égal à 0, inférieur à N moins 1. Donc, N est soit égal à 0, soit égal à 1. Et N est toujours compris entre moins N et N. Donc, on a 4 cas. Hein? Donc, dans le cas N est égal à 0, M est égal à 0, la fonction c'est psi de 2, 0, 0. Et l'orbital, N est égal à 2, N est égal à 0, donc l'orbital, c'est 2S. Et dans le cas N est égal à 2, N est égal à 1, M plus M est égal à 1, M est égal à plus 1, 0 moins 1. Donc, on a 3 cas. Donc, psi de 2, 1, 1, psi de 1, 0, psi de 1, moins 1. Et notre orbital, c'est 2pi plus 1, 2pi 0, 2pi moins 1, ou bien parfois on trouve 2pi x, 2pi y, 2pi z. Hein? C'est-à-dire on travaille suivant l'axe x, y, z. On verra après. La même chose pour la couche M, etc. Donc, alors, si on prend comme exemple l'orbital de Pz, alors la fonction d'onde de l'orbital de Pz, c'est psi de 2, 1, 0, qui est égal à Z sur R1 à la puissance 3 demi, qui multiplie 1 sur
c'est une carré de 32 pi qui multiplie Z fois R divisé par R1 qui multiplie l'exponentielle moins ZR divisé par 2R1. Hein, c'est R indice 1. Hein, c'est R indice 1 qui multiplie cosinus θ. R1 est égal à H au carré, Y0 sur pi M E au carré. C'est le rayon de la première orbite de bord. Or, on a déjà trouvé l'expression générale de Rn. Hein? Donc, pour R1, c'est le rayon de la première orbite de bord. C'est comme exemple l'orbital de PZ. Alors, sa fonction d'onde, c'est psi de 2, 1, 0, 0. Hein? On vous donne cette expression. Hein? Donc, c'est donné. Remarque, les fonctions d'onde 1S et 2S ne dépendent que de R. Ce sont des orbitales atomiques de symétrie sphérique. Hein? Les fonctions 1S et 2S ne dépendent que de R. Ce sont des orbitales atomiques de symétrie sphérique. Hein? Les fonctions d'onde de P dépendent de R et des paramètres angulaires θ et φ. Hein? On verra après ces fonctions. Donc, les fonctions d'onde de P dépendent de R et des paramètres angulaires θ et φ. Représentation des orbitales atomiques psi de n, Lm. La résolution de l'équation de Schrödinger pour l'atome d'hydrogène donne l'expression suivante, hein, psi de n, Lm, de Rθ phi est égal à grand R de R qui multiplie grand A de θ phi. On a déjà trouvé cette expression. Donc, la probabilité de présence d de P est égale le modulo carré qui multiplie d de V. Et on a dit que cette probabilité est égale à 1 si on travaille dans l'espace entier. Hein, on est sûr de trouver l'électron. En représentation de la distribution radiale, hein, c'est-à-dire la densité radiale. Alors, par définition, la probabilité de trouver l'électron dans l'élément de volume d de V compris entre deux sphères de rayon R et de rayon R plus d de R est égal à d de P qui est égal à psi au carré qui multiplie d de V. Et puisqu'on a une sphère, d de V, volume d'une sphère est égal à 4 tiers PR3. Donc, si on dérive de V, on trouve d de V est égal à 4 pi R au carré d de R. Donc, on a remplacé d de V par sa valeur. Donc, d de P est égal à psi au carré qui multiplie 4 pi R au carré d de R. Alors, l'expression d de P sur d de R est égale à psi au carré qui multiplie 4 pi R au carré. Et définit la densité radiale de probabilité de présence de l'électron. Hein? C'est la densité radiale, hein? La densité radiale hein, en fonction de R. Elle répond à la question de savoir à quelle distance du noyau l'électron se trouve le plus souvent. Alors, les fonctions d'onde, psi de 1s, psi de 2s, psi de 3s, etc., c'est-à-dire psi de ns, ont le même type d'expression. C'est-à-dire la partie angulaire est toujours constante et ne dépend pas de θ et φ, mais elle dépend que de R. Hein? Pourquoi? Parce que seules les parties radiales varient avec M. Hein? Seules les parties radiales, ils varient avec M. Je parle des fonctions d'onde S, NS, dans le cas de psi de NS. Hein? C'est-à-dire qu'on prend la partie angulaire constante et la partie radiale, R de R, qui varie avec M. Alors, pour psi de NS, on cherche la probabilité de P de présence de l'électron dans l'espace compris entre deux sphères de rayon R et R plus D de R centrées sur le noyau. Hein? C'est-à-dire qu'on va chercher la probabilité de présence.
grand R de R. C'est grand R de R qui va nous permettre de calculer la probabilité radiale de présence. Alors, on a déjà parlé de V, V c'est 4 tiers PR3, D de V c'est 4 PR au carré D de R. Alors, D de P radial, c'est la partie radiale de R D de V. On remplace D de V par sa valeur, ça nous donne 4 PR au carré, grand R de R, D de R. Si on divise par D de R, nous donne 4 PR au carré, grand R de R, et on a noté grand D de R. C'est ce qu'on appelle densité de probabilité radiale. Hein? La densité de probabilité radiale, c'est D de P radial divisé par D de R. Hein? La densité de probabilité radiale, c'est D de P radial divisé par D de R. On la note grand D de R. Alors, l'évolution de cette densité de probabilité radiale en fonction de R pour un hydrogénoïde est présentée sur la courbe suivante. On représente C au carré et 4P au carré en fonction de R. R en angstrom. Alors, on remarque que la densité de probabilité radiale est maximale pour R est égal à 0, hein, le rayon de Bohr. Hein. Le rayon de Bohr est toujours R est égal à 0, est égal à 0,53. Donc, cette densité de probabilité radiale est toujours maximale pour R est égal à 0. Et elle tend vers 0 lorsque R au-delà de A0. Hein, elle tend vers 0. En représentation angulaire des orbitales atomiques. Alors, on pose Y de θ phi. Ces fonctions sont indépendantes de R. Hein? On les pose grand Y de θ phi, ou bien Y de θ phi. Ils sont indépendantes de R. Donc, pour la représentation de la partie angulaire, on va considérer un rayon constant. On va considérer que le rayon est constant. R est égal à une constante. Et psi est égal à A. C'est une constante grand Y de θ phi. Hein? A, constante qui multiplie Y de θ phi. Donc, la partie radiale est constante et la partie angulaire, hein, il varie. Hein? La partie angulaire varie. Pour obtenir les orbitales atomiques, on choisit un vecteur OP, on fait varier θ et phi. Hein? À la θ et phi, θ est toujours compris entre 0 et pi, et phi est toujours compris entre 0 et 2 pi. Alors, petit a, l'orbital S. Alors, S, on a l'orbital S lorsque N est égal à N est égal à 0. Et la fonction d'onde, c'est psi de 1, 0, 0, qui ne dépend que de R. Sa valeur est la même dans toutes les directions, à une distance R du noyau, ou encore en tout point d'une sphère de rayon R, centrée sur le noyau. Les orbitales S possèdent toujours une symétrie sphérique. Hein? Les orbitales S possèdent toujours une symétrie sphérique. Plus c'est le signe de la fonction d'onde. Pour les orbitales S, on a dit qu'ils sont caractérisés par L est égal à 0, M est égal à 0. Et toutes les orbitales NS sont sphériques car la probabilité de présence de l'électron varie de la même façon dans toutes les directions autour du noyau. Hein? La probabilité de présence de l'électron varie de la même façon dans toutes les directions autour du noyau.
orbital P. Donc, pour N est égal à 1, M est égal à moins 1, 0, 1, c'est-à-dire on a 3 orbitales P. On parle de P indice moins 1, P indice 0, P indice 1, ou bien Px, c'est-à-dire l'orbital P suivant l'axe X, l'orbital P suivant l'axe Y, suivant l'axe Z. Donc, on parle des orbitales Px, Py et Pz ayant la même forme, mais chacune est allongée sur une de ces 3 axes perpendiculaires. Hein? On remarque que de Px est allongé sur l'orbital X, de Py sur l'orbital Y et de Pz sur l'orbital Z. Un orbital P possède un plan nodal, dans lequel la probabilité de trouver l'électron est nulle. Le plan nodal passe par le noyau. Hein? Ici, on peut trouver un plan nodal où la probabilité de l'électron est nulle. Et toujours, le plan nodal, il passe par le noyau. La même chose pour 2PY, pour 2PZ. Alors, comme la représentation des orbitales fait appel au carré de module de la fonction d'onde, leurs valeurs sont toujours positives. Hein? Plus, plus, plus. Et on a dit la fonction d'onde est nulle au noyau, produisant un plan nodal perpendiculaire à la direction de l'orbital considérée. La fonction d'onde psi pour l'orbital Pz dépend de θ. Hein? Alors, on note psi de npz qui est égal à la partie radiale des constantes qui multiplie cosinus θ. Donc, on peut noter grand A, c'est la constante, la partie radiale est toujours constante, est égale à cosinus θ. Alors que dans le cas des orbitales Px et Py, la fonction dépend de θ et phi. Donc, phi de n Px est égal à la partie radiale qui est toujours constante, sinus θ, cosinus phi, qui est égal à A constante, c'est-à-dire constante qui multiplie sinus θ cosinus phi. La fonction d'onde suivant l'axe Y, psi de nPy, est égale à la partie radiale cosinus θ sinus phi, qui est égal à toujours A cosinus θ sinus phi. Donc, suivant l'axe Z, c'est A cosinus θ. Suivant l'axe X, c'est A sinus θ cosinus phi. Et suivant l'axe Y, c'est A cosinus θ phi. Et on a représenté la probabilité de présence de l'électron suivant l'axe X, suivant l'axe Y et suivant l'axe Z. Les orbitales D. Alors, l'orbital D, c'est lorsque L est égal à 2. Hein? L, lorsqu'on a L est égal à 2, la forme des orbitales D est plus compliquée. Donc, on a 5 orbitales parce que L est égal à 2. N est compris entre moins 2 et 2. Donc, c'est moins 2, moins 1, 0, 1, 2. Donc, chacune contient 2 plans nodaux qui passent par le noyau. On trouve toujours 2 plans nodaux. On a dit que le plan nodal, c'est un plan où la probabilité de présence de l'électron est nulle. Hein? Donc, les figures ci-dessus présentent les vues perspectives
de ces orbitales selon les trois axes X, Y et Z. C'est la représentation, c'est D2XZ, hein, c'est l'orbital D2XZ, avec Y, c'est vers nous. Donc, le plan, c'est XZ. Le plan YZ, hein, X, c'est vers nous, perpendiculaire, hein, et XY, Z, vers nous. Même chose pour dx au carré moins y au carré. Hein, c'est sur les axes X et Y. Hein, on parle toujours de la probabilité de présence de l'électron. Le volume théorique, hein, voilà. Donc, c'est d de z au carré. Donc, en conclusion, la représentation des orbitales ns, c'est toujours sphérique. Hein, et la représentation des orbitales p, c'est suivant l'axe x, y et z. La probabilité de trouver l'électron, c'est toujours de part et d'autre du noyau, parce que le noyau, on a toujours un plan nodal où s'annule la fonction, donc la probabilité de présence de l'électron, c'est nul. La même chose pour la représentation des orbitales D. Hein. Suivant les trois directions, X, Y, Z de l'espace. Donc, suivant DXZ, et suivant DYZ, et suivant DXY. Alors, on s'arrête pour aujourd'hui. S'il y a des questions, est-ce qu'il y a des questions? Madame? Madame? Oui? Oui? Madame, est-ce qu'on peut trouver le cours de la plateforme Moodle? Est-ce qu'on peut trouver le cours à la plateforme Moodle? Alors, je vais donner les diapositives. Tu m'as les diapositives, non? Non. Non? Non. Non, non. La majorité, Caroline, c'est les diapositives. Non, madame. De toute façon, je vais donner les diapositives. La responsable des appels, Auria, va diffuser. D'accord? D'accord. D'accord, merci. Alors. Madame? Oui? S'il vous plaît, est-ce qu'on aura ce module-là en contrôle numéro 1 ou jusqu'à contrôle continu numéro 2? On ne sait pas. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore fixé les dates de D'accord, madame. D'accord. D'accord, madame, merci. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Et on s'arrête. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.